Madame Dora Ferrani, vous êtes fondatrice et présidente d'une association chargée de développer l'agriculture. Vous êtes aussi une femme d'affaires et vous êtes à la tête de la commission agricole au sein de la Chambre de commerce française en Égypte. Aussi, vous avez beaucoup d'intérêt accordé à l'opéra, raison pour laquelle vous êtes à la tête d'une association chargée de sensibiliser le public vis-à-vis de l'opéra. Vous nous avez accordé un tour dans votre monde au cours d'une rencontre précédente. Nous avons parlé des projets et des objectifs de cette association, des modalités de développer l'agriculture et du concept de développement dont vous êtes chargé dans vos affaires. Aujourd'hui, on aimerait amorcer notre rencontre avec le domaine des affaires. On aimerait jeter la lumière sur vos affaires. À vrai dire, c'est le domaine des affaires et le domaine de mes affaires qui m'a amené à m'intéresser au développement, qui est dans la mesure où j'ai choisi comme activité essentiellement l'activité de conseil, et les activités de conseil vous permettent de pouvoir évoluer dans beaucoup de domaines, et j'ai toujours cherché systématiquement à des domaines nouveaux, les sujets nouveaux, et c'est ainsi que j'ai par exemple été sans doute parmi les tout premiers à m'intéresser au secteur des petites et moyennes entreprises, à réaliser beaucoup d'études dans ce domaine, à développer différents programmes également, et de la même façon également dans le domaine de la formation professionnelle. Et c'est un secteur dont je voudrais parler des deux secteurs, mais je voudrais commencer par la formation professionnelle parce que nous avons la chance de travailler en partenariat avec une société de conseil française très importante, et nous allons démarrer un programme financé par la Commission européenne dans le domaine de la formation professionnelle. Et le point d'ancrage très très important est de répondre, enfin d'analyser d'abord, et puis de trouver la façon adéquate d'ajuster les demandes du travail et les opportunités de job pour les jeunes avec la formation professionnelle. Parce que, comme vous le savez, il y a un déficit extraordinaire en ce moment, qui est inadmissible, d'entreprises qui ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'elles recherchent, et d'une part, et d'autre part, de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et effectivement, les statistiques démontrent que c'est au niveau des jeunes diplômés qu'il y a le plus de chômage, ce qui est évidemment inacceptable. Puisque vous vous chargez du développement dans le domaine des affaires, donc quelles sont vos perspectives, vos horizons et les résultats concrets que vous avez réalisés? C'est extrêmement difficile. Beaucoup d'experts disent, et je suis assez d'accord avec eux, que les perspectives pour l'Égypte sont extrêmement intéressantes dans des quantités de domaines, au niveau des découvertes de gaz, des découvertes minières, etc. Mais les résultats ne se feront sentir que dans l'espace de, disons, 5 à 6 ans. Et nous avons 5 à 6 ans extrêmement difficiles à passer. Nous espérons tous que nous arriverons à les passer en restant debout. Mais en ce qui concerne les jeunes, je crois qu'il y a un problème. Problème n'est pas le bon mot. Disons un manque de prise en compte de la nécessité pour les jeunes d'avoir des structures, de leur fournir plutôt des structures de soutien qui sont plus que simplement le soutien financier. Le président a relancé aujourd'hui encore une nouvelle tranche qui permet de financer les petites entreprises avec 5% de taux d'intérêt, ce qui est évidemment extrêmement intéressant et extrêmement compétitif. Mais le problème n'est pas seulement le financement
Le problème est que, encore une fois, parce que nous n'avons pas de stratégie de développement claire, de ce fait, il n'y a pas de compréhension de la nécessité de mettre en place des systèmes d'accompagnement des jeunes. Le seul secteur qui échappe à cela, c'est le secteur des IT, mais ce qui est particulier aux technologies de l'information, c'est que la notion d'innovation et la notion d'accompagner les jeunes qui veulent démarrer des petits projets fait partie de la culture des technologies de l'information qui a tout simplement été développée aux États-Unis, qui a bien marché aux États-Unis et les pays du monde entier l'ont copié. Il faudrait faire la même chose dans tous les secteurs. Nous essayons à notre petit, comment dit-on, dimension, au niveau de l'ONG, de faire cela au niveau de l'agriculture. Mais c'est cela qu'il faudrait faire, c'est développer des stratégies par secteur qui permettent de guider les jeunes qui veulent monter des projets vers le type d'activités qui sont en demande et où est-ce qu'elles sont en demande. Je prends un exemple. Parmi les structures d'accompagnement qui seraient importantes, c'est par exemple de dire aux jeunes avoir une structure d'accompagnement par gouvernorat et au niveau de chaque gouvernorat qu'il y ait une analyse de voilà le type d'activité qui manque dans ce gouvernorat, voilà où est-ce que vous pourriez les développer et d'avoir des structures de soutien gratuites qui leur donnent des conseils, qui leur donnent des informations techniques, qui leur permettent de développer ces activités. Durant la première conférence nationale pour la jeunesse, puisque l'année 2016 a été baptisée Année de la jeunesse, les jeunes ont exprimé leur mécontentement face aux difficultés qui se posent aux projets qu'ils aimeraient monter, étant donné qu'il y a 12 ou 13 permis à avoir avant de monter un projet, face aux difficultés financières. Et on a toujours rêvé du système du guichet unique pour que les investisseurs puissent arriver à leur objectif. Donc, dans quelle mesure pensez-vous que les jeunes vont bientôt réaliser leur objectif et que les projets adressés aux petites et moyennes entreprises sont devenus accessibles? Je crois vraiment qu'elle n'est pas abordée de la bonne façon. On ne peut pas avoir le même processus pour un petit jeune qui veut démarrer une affaire qui ne demande pas plus qu'un capital, disons, de 10 000 livres ou 15 000 livres pour démarrer, avec une société anonyme qui a toute une série d'activités qui, de ce fait, peut avoir besoin de toute une série de permis. Je crois que là, le problème est vraiment totalement erroné. Il devrait, au niveau des PME, PMI et des micro-entreprises, avoir une totale décentralisation. Et l'un des problèmes qui n'est pas bien compris, malheureusement, c'est le fait que décentraliser un service au niveau des différents gouvernorats ne veut pas dire pour autant que l'on laisse chaque gouvernorat mener la chose à sa façon. Il s'agit de définir quels sont les problèmes, qui sont les mêmes de toute façon, mais qui se déclinent d'une façon différente d'un gouvernorat à l'autre. Et d'avoir ce guichet unique mis en place au niveau de chaque gouvernorat et avec la possibilité pour le jeune de effectivement trouver tout ce qu'il lui faut au niveau de ce guichet, aussi bien le côté enregistrement et permis
que le côté soutien technique, soutien sur le plan peut-être du conseil marketing, de conseil de gestion, qui lui permettent d'avoir le plus de chances de réussir. Compte tenu de la crise financière par laquelle l'Égypte passe et compte tenu du taux de change des devises étrangères et de la rareté du dollar, est-ce que vous pensez que les jeunes devraient toujours espérer monter leurs projets au niveau des petites et moyennes entreprises, au niveau des micro-projets, ou est-ce qu'ils devraient attendre que les choses aillent sur les rails? C'est encore une fois une question très difficile. Incontestablement, il y a un potentiel formidable dans ce pays. Le problème est qu'il y a toute une série de verrous bureaucratiques qui brident ce potentiel et qui ne permettent pas aux jeunes de se développer. Ce que je peux dire, c'est que, faites deux choses. D'une part, puisque Nile TV en langue française est aussi adressé aux Égyptiens à l'étranger, et d'encourager les Égyptiens à l'étranger de regarder à l'Égypte comme étant une terre d'opportunités, pas seulement vis-à-vis de ce qu'ils doivent à leur pays d'origine, mais d'une façon plus, je dirais, plus directe et plus simple, de prendre en compte les opportunités que représente l'Égypte. Quant aux jeunes, il y a un potentiel formidable, mais dans la mesure où ceci est fait, je dirais que ce sont des approches non conventionnelles qu'il faut rechercher. Et ce que je conseille fortement aux jeunes, et plutôt que de vouloir à toute force aller vers la capitale, comme malheureusement beaucoup le font, et de regarder très sérieusement au potentiel de leur zone d'origine, de leur pays d'origine, d'étudier quelles sont les opportunités qui existent là-bas, quels sont les services ou les produits qui pourraient être développés, et de travailler à cela. Je vais vous donner un petit exemple sur lequel on va commencer à travailler. L'une des coopératives agricoles avec qui nous travaillons à Minya, il y a un produit qui est un produit laitier qui est connu dans la région de Minya, qui est un fromage que l'on appelle Malawi, qui vient de la région de Malawi, bien évidemment. Bon, voilà un exemple d'un produit et d'une activité que des jeunes, et j'invite les jeunes à penser de cette façon. Bon, un produit qui a une notoriété, parce qu'il est très bien reconnu, qui est recherché, parce que c'est comme cela que nous l'avons su, que telle ou telle personne, et un nombre important de personnes, demandent à des habitants de la région de Minya: achetez-moi telle quantité de Malawi et envoyez-le-moi. Une activité qui pourrait être développée, c'est d'organiser une production plus systématique du Malawi, d'organiser sa commercialisation et de monter une société de commercialisation du fromage Malawi qui serait proposé aux supermarchés, style Carrefour, Métro et compagnie. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est regarder rechercher les opportunités sur lesquelles tout le monde ne se précipite pas. Et les opportunités commencent au niveau du village, au niveau du markaz, et il y a énormément d'opportunités là-bas. Il s'agit de les identifier et de démarrer des activités dans ce sens.
Madame Dorrafiani, vous êtes une femme d'affaires et, comme on l'a mentionné, l'Égypte est une crise financière. À votre avis, que peut-on espérer durant la période à venir pour les investissements et pour les affaires? Je pense que nous avons, c'est peut-être le phénomène propre aux crises, mais nous avons très certainement toute une série de problèmes qui se sont accumulés et qui font que la crise est vraiment majeure et est très très difficile à gérer. Qui est que il y a bien sûr eu ces deux révolutions et le fait est que ces deux révolutions ont mis le plafond des expectations, des attentes des Égyptiens très très haut. Je me souviens que tout de suite après, enfin vous vous en souvenez sûrement, tout de suite après février 2011, tous les gens dans la rue, ou presque, enfin mon chauffeur m'avait dit cela, étaient en train de compter le nombre de millions que l'on allait récupérer de Moubarak de l'étranger et divisé par le nombre d'Égyptiens. Donc chacun d'entre nous aurait 100 000 livres ou 150 000 livres. Je veux dire que... Et ça, c'est le plafond des attentes est monté skyrocketing. Donc évidemment, la chute est d'autant plus grande. Donc ça, c'est un élément psychologique, mais extrêmement important, parce que l'une des erreurs majeures du gouvernement actuel, c'est de ne pas gérer les attentes des gens, de ne pas parler aux gens, de ne pas être clair et transparent, parce qu'en réalité, nous le voyons tous les jours, l'homme de la rue, la femme de la rue, sait parfaitement ce qui se passe. Mais il attend du gouvernement qu'il le reconnaisse, et le gouvernement ne le reconnaît pas. Donc, là-dessus, les problèmes du tourisme, qui ont été dramatiques. Là-dessus, la région, qui est en flammes. Et là-dessus, certainement, une politique qui a trop privilégié les grands projets et pas pris en compte la nécessité de gérer le quotidien. Vraisemblablement, les grands projets ont été planifiés sans prendre en compte ces autres éléments dont je vous parlais. Mais le problème est que maintenant, nous sommes au pied du mur, ou le dos au mur, comme on peut le dire, et ce sont des questions qui sont très difficiles. Mais je crois vraiment que le point de départ est de dire les choses aux gens comme elles sont. Madame Dorrafiani, vous êtes la présidente de la commission de l'agriculture au sein de la Chambre de commerce française en Égypte. On aimerait jeter la lumière sur vos activités au sein de cette chambre de commerce. C'est une activité bénévole, bien sûr, mais qui me tient beaucoup à cœur pour plusieurs raisons. La première est que j'ai vécu très longtemps en France et que je souhaite... Enfin, j'aime me considérer, disons, comme étant un peu une promotrice dans mon milieu des valeurs françaises en Égypte et du savoir-faire français en Égypte. Et de la même façon, quand j'étais en France, des valeurs égyptiennes. Mais il y a d'autres raisons. La première est que nous avons une chance extraordinaire, qui est que jusqu'à présent, il y a un amour de l'Égypte en France qui est tout à fait réel. Bien sûr, c'est l'Égypte des pharaons. Ce n'est pas vraiment l'Égypte d'aujourd'hui. Mais c'est très important. Et je trouve vraiment que du côté égyptien, nous sommes loin d'en tirer parti comme on devrait en tirer parti. Et de la même façon, côté français, il y a une méconnaissance de l'Égypte d'aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, jusqu'à présent, les manuels scolaires de 6e dans le système de l'éducation nationale française comprennent une partie de l'histoire de l'Égypte ancienne, au niveau des civilisations anciennes. Et de ce fait, nous ne sommes vraiment pas là, nous sommes très très loin de vraiment développer ce capital sympathie initial au niveau d'un tel
grand nombre de Français. Donc, ce que j'essaie de faire au niveau de la Chambre de commerce, c'est de travailler à développer ces relations dans le sens Égypte, mais aussi d'attirer beaucoup plus de sociétés françaises vers l'Égypte, et en particulier le secteur auquel je m'intéresse, qui est l'agroalimentaire, parce que c'est un secteur d'excellence, un centre d'excellence en France, qui est tout de même le 3e exportateur dans le secteur agroalimentaire au monde, ce qui est bien sûr très très important. Et nous avons aussi développé toute une série d'activités dans ce domaine. L'État s'était penché vers l'émancipation de la femme, surtout la femme au village, la femme chef de famille. Est-ce que vous trouvez que ces femmes ont vraiment fait du progrès et ont leurs petits projets? La situation de la femme en Égypte est assez complexe, dans le sens où la femme est forte, la femme au foyer est forte, nous le savons tous, et pas seulement au niveau des classes aisées, mais également au niveau des classes populaires. Mais ces droits ne sont pas reconnus. Nous avons mené une étude importante l'an dernier, financée par le Social Fund for Development, et sur la question de la femme dans le domaine agricole qui nous intéressait, nous nous sommes rendus compte que la loi comment dit-on, ne limite pas, ne limite en aucune façon les droits des femmes, ni au niveau de la propriété des terres agricoles, ni des contrats, ni de la signature de contrats, mais absolument aucune limitation. La réalité est que les us et coutumes font que ceci ne se pratique pas. Et nous avons parmi les coopératives, les associations de fermiers qui travaillent avec nous, et c'est très intéressant, il y a des coopératives qui sont le fait des femmes divorcées ou veuves, et qui réussissent remarquablement bien. Et de ce fait, le problème est essentiellement au niveau de la relation de la femme à l'homme dans les milieux ruraux. Parce qu'en fait, entre 35 et 40% de la main-d'œuvre rurale est le fait des femmes. Il y a des secteurs où c'est la femme qui gère la totalité de l'activité, comme le secteur de la gamousse, de la bufflesse, et c'est un projet pour lequel je recherche un financement, et auquel je crois beaucoup, parce que toute l'activité reliée à la bufflesse est le fait des femmes, de A à Z. C'est la femme, parce que c'est une activité qui est essentiellement de petite taille, au niveau rural artisanal. Donc, depuis l'élevage, les soins, la traite, la production des produits à base de lait de bufflesse et la vente, elle est entièrement menée par les femmes, de A à Z. Et le problème, il est essentiellement un problème d'us et coutumes. Je pense que, en fait, c'est un des sujets auxquels je vais travailler à partir de l'an prochain, que l'utilisation du mobile, parce qu'elle donne, par définition, une privacy à la femme, c'est-à-dire que la femme peut utiliser le mobile pour mettre des offres de vente de produits, récupérer des offres d'achat, sans que le mari ne soit
informés pourrait être un élément intéressant. Mais il y a des programmes qui sont mis en place, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour aider particulièrement les femmes à créer des groupements de petites entreprises féminines. Mais il y a encore beaucoup de travail sur le plan de son insertion sociale en tant qu'acteur économique et en même temps en tant que mère au foyer. Madame Dora Ferrani, êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis du lendemain? Toujours optimiste. Madame Dora Ferrani, vous êtes fondatrice présidente d'une association chargée du développement de l'agriculture en ayant recours aux moyens de technologies modernes et en cadrant et formant les agriculteurs de manière à mieux commercialiser leurs produits en ayant recours aux moyens de technologie moderne. Aussi, vous êtes à la tête de la commission agricole au sein de la Chambre de commerce française en Égypte. Vous êtes une femme d'affaires et vous êtes à la tête d'une organisation chargée de sensibiliser le public vis-à-vis de l'opéra et de la musique. C'est votre hobby. Merci de nous avoir accordé ce tour dans votre monde et à la prochaine.